Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le jury du dimanche, a un goût particulier, un goût de Coupe du Monde. C'est le jour du démarrage de la compétition sportive la plus suivie à travers la planète. Et nous avons le plaisir de recevoir professeur Abdoulaye Sakho. Cela va vous étonner qu'on invite un professeur pour parler de foot, mais vous allez comprendre un peu plus tard. Il est professeur agrégé du droit privé, membre fondateur du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, directeur fondateur du Master du droit de la régulation et du Master du droit du sport. Vous êtes également professeur, spécialiste du droit des affaires et co-auteur du livre Gestion du football sénégalais, 11 éléments pour comprendre. On comprend donc pourquoi on vous invite. Bonjour professeur. Bonjour Mamoudou. Bonjour. Alors, ça y est, le ballon rond tourne et la planète Terre avec lui. Le mondial qatarien s'ouvre ce dimanche pour un mois. À la fin, un seul survivra et sera sacré champion du monde. Les Lions du Sénégal entrent en jeu demain lundi sans leur métronome. Sadio Mané, blessé et forfait. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette situation peut-elle être valable pour l'équipe nationale du Sénégal qui débarque à Doha, auréolée du titre de champion d'Afrique? Bonjour Mamoudou, bonjour à tous vos auditeurs, vos téléspectateurs. C'est dommage que vous me posiez la question sur une note triste parce que vous aviez démarré en disant « ça y est, c'est parti Ouais. ». Le ballon tourne Ouais. et la terre, elle est ronde comme un ballon, disait le grand auteur. Ouais. Et ça, c'est des notes d'espoir, de festivité, de quelque chose qui fait plaisir. Mais vous m'avez posé la question liée à Sadio Mané. Effectivement, nous, Sénégalais, nous sommes très tristes actuellement. Tristes pour d'abord le garçon lui-même, parce qu'on sait que peut-être ça aurait dû être son mondial. Peut-être, je dis bien. Bon, je ne peux pas préjuger de ce qu'aurait été l'avenir dans ce mondial, ou de ce qu'aurait été la posture de Sadio dans ce mondial. Mais je crois, en intime conviction, et que c'était peut-être son mondial. Parce que ce garçon, il croyait énormément et il s'était préparé pour. Oui, c'est ce que j'allais dire, un mondial qu'il a dû bien préparer. Tout à fait. Et là, voilà qu'il n'y sera pas. Voilà, le destin. Oui. Donc, il n'y sera pas. Et donc, tristesse pour lui. Peut-être qu'il aura la chance de refaire un autre mondial. Je le souhaite vivement parce qu'il le mérite. Absolument. Quand on voit Messi, Ronaldo, à leur âge, faire un mondial, lui, il a 30 ans aujourd'hui, Sadio Mané. Un mondial dans 4 ans encore. Oui. En espérant que cette blessure soit quelque chose qui va bientôt être un vilain souvenir. Oui. Ceci dit, nous sommes tristes aussi pour notre équipe. Et vous avez raison, un seul être vous manque. Et voilà, c'est le désert. Je crois que notre équipe est très, très dépendante, en tout cas du point de vue résultat, de la présence de Sadio Mané. Oui, on parle de Sadio-dépendance. Oui. Ça, c'est votre jargon à vous, les journalistes. Vous dites Sadio-dépendance. Et c'est vrai que c'est une Sadio-dépendance. Si vous regardez les deux derniers grands événements sportifs ou rencontres, les deux dernières grandes rencontres, la CAN, à la finale, c'est lui qui met le penalty. Pour se qualifier à la Coupe du Monde, il est décisif. Donc, on peut dire que l'équipe nationale du Sénégal... Et puis, ce choc qu'il a eu, il l'a même raconté. Il a dit, j'aurais pu perdre ma vie. C'était contre... C'était pendant la CAN, lors des matchs, les premiers matchs. La Guinée équatoriale ou le Cap-Vert. Voilà. Mais il est resté debout. Il dit, non, je veux jouer. Tout à fait. Et ça a été un tournant important. Absolument. Oui. Qui a démontré d'abord, le patriotisme de ce garçon. Deux, qu'il soit conscient qu'on compte beaucoup sur lui. Il est très conscient de cela. Et ensuite, le fait qu'ils se disent, mais je n'ai pas le droit de les abandonner, parce qu'on est un groupe, on est là. Et surtout à l'époque, cette CAN, on avait démarré avec un groupe complètement diminué. Et lui était là, il fallait qu'il continue et qu'il assure. On a d'ailleurs, pour certains, fait une mauvaise première partie, parce que je crois qu'on a marqué qu'un seul but, si je ne me trompe pas. En tout cas, les résultats sportifs n'étaient pas terribles. Mais tout ceci pour dire ceci, oui, Sadio nous manquera. Il nous manquera énormément, il manquera énormément à l'équipe du Sénégal, mais il y a un mais. Parce que nous sommes dans un tournoi, nous sommes dans une compétition. Tout à fait. Mais avant d'y arriver, mais Sadio Mané n'a pas encore parlé, en tout cas, on ne l'a pas encore entendu publiquement. Est-ce qu'il parlera ? Un message peut-être comme ça, à l'endroit de ses coéquipiers, à l'endroit du peuple sénégalais, à la veille d'une confrontation quand même importante. C'est le premier match face aux Pays-Bas. Oui, peut-être on attend ce message. Ce serait bien qu'il
qu'il tombe, non? Tout à fait, tout à fait. Peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il le dit, peut-être qu'il est en contact avec eux, parce que hier ou avant-hier, j'ai entendu le capitaine, un des capitaines, parce que dans cette équipe, il y a beaucoup de capitaines. Il y a Sadio, il y a Koulibaly, il y a Ghana et il y a Kouyaté, ce sont des capitaines. Mais j'ai entendu Koulibaly parler, et le discours de Koulibaly était révélateur de l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe-là. Et peut-être ça va faciliter certainement le discours que pourrait faire un coach aujourd'hui. Justement, comment le coach Aliou Cissé devrait-il résoudre l'équation de l'absence de son maître à jouer, son meneur de jeu, aussi bien au plan tactique, au plan purement sportif, qu'au plan du discours? Au plan tactique, je ne sais pas. Je ne suis pas très fort en question d'entraîneur et tout cela. Ce n'est pas tellement mon métier. Mais au plan du discours, le connaissant, je sais qu'il va faire face. Il va faire face et peut-être il y a aussi une information qui circule disant que Aliou aurait souhaité ne pas remplacer Sadio, comme on dit, remplacer. Bon, cela, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, je vais peut-être m'appuyer sur ce garçon-là pour être aussi un relais? Parce que la posture actuelle et la situation actuelle de Sadio dans cette équipe nationale, je ne veux pas préjuger, mais je crois que c'est en train d'en faire un dirigeant futur pour cette équipe-là. Et peut-être qu'ils sont déjà en train de commencer à l'habituer à cette posture-là. Et donc, peut-être que Aliou Cissé pourrait dire, au-delà de Koulibaly, au-delà de Ghana, au-delà de Kouyaté qui sont sur le terrain, moi j'aurais souhaité avoir Sadio, parce que s'il était sur le terrain, il aurait été un de mes relais. J'aurais souhaité l'avoir dans le groupe pour continuer à garder la cohésion du groupe, pour être avec eux dans les chambres. Parce que le coach n'est pas dans les chambres avec les gens. Mais voilà, ce sera, il ne peut pas être dans les chambres. Chambres je suis d'accord, mais cela suppose alors que Sadio Mané fasse le déplacement. Peut-être, pourquoi pas. Il est quand même en convalescence et ça va durer 3 à 4 mois, dit-on. Convalescence, est-ce que ça interdit à quelqu'un de bouger? Tout dépend de la nature de la maladie. Quand on dit qu'on le conserve, peut-être qu'il se déplacera, j'en sais rien. On a vu Bounassar venir avec des béquilles à Orléans pour le match amical. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, il ne faut pas exclure que Sadio Mané fasse quand même le déplacement. Pourquoi pas? Oui. Ou alors qu'il fasse, aujourd'hui, avec les moyens de télécommunication qu'on a, des zooms avec ses coéquipiers. En tout cas, son discours à lui, Sadio, il est, comme vous dites, attendu. On s'attend à ce qu'ils disent à ces gens-là, je ne suis pas là, mais je suis là. Je crois qu'en dehors de Sadio, on n'a pas d'individualité qui se dégage. Oui, mais il y a quand même des critiques, tout en comprenant peut-être cette chaîne de solidarité, de compassion à l'endroit de Sadio Mané. Il y a quand même des Sénégalais qui disent, bon, pourquoi avoir 25 joueurs alors qu'on vous donne la possibilité d'avoir 26 pourquoi ne pas le remplacer? Et certains ont même dit, bon, c'est pour lui permettre d'avoir sa part des primes. Voilà. Quelle est votre appréciation de ces arguments? Non, je suis désolé. Je ne suis pas sûr. Je ne connais pas personnellement Sadio, mais l'ayant vu comme tous les Sénégalais fonctionner, je ne suis pas sûr que ce soit des préoccupations financières qui vont le rester, qui vont le garder là-bas. Peut-être, on peut dire qu'il a envie également d'avoir le titre. Si jamais on devait avoir un titre de demi-finaliste, de quart de finaliste, de vainqueur, ça, s'il est dans le groupe, il a ce titre-là. Ça fait partie. Parce que n'oubliez pas, ce que l'on a tendance à oublier aujourd'hui de plus en plus, c'est que le football, il a beau être collectif, il est de plus en plus individualisé. Et les performances individuelles et les statistiques individuelles comptent tellement que ça a même failli empêcher à Sadio de vivre dans la rivalité avec Salah, ballon d'or africain, qui va mettre le plus de buts, qui va faire ceci, cela. Et les Sénégalais, et vous d'ailleurs la presse, vous avez joué ce jeu-là. Or aujourd'hui, on est dans le football. Le football, c'est un sport collectif. Et la force du Sénégal, ça a toujours été ça. J'ai dit, en dehors de Sadio, il n'y a pas un joueur qui se dégage. Mais le remplacer aussi, c'est donner sa chance à un joueur qui est sur la liste un peu d'attente. Pourquoi pas? Mais ça dépend maintenant. Habib Diallo, on parle de certains Demba Seck, et d'autres ont même dit, mais peut-être c'est la chance aussi de Saliou Ciss. J'en sais rien. Je vous cache pas que je ne suis pas très fort dans les histoires techniques, mais je dis que moi je fais confiance. Je fais confiance à celui qui doit manager cette équipe-là, et peut-être qu'il a ses raisons. Voilà. C'est comme ça que je peux le dire. J'évite de donner des noms, parce que vous savez, dans les sélections nationales aussi, on se le cache par moment, mais dans les sélections nationales, en direction de certaines compétitions, il y a d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte. Maintenant, les critiques, ça les Sénégalais, je ne sais pas qu'est-ce qui va leur empêcher de critiquer. Très bien. Le discours du coach est important, comme vous l'avez dit. Ça consisterait à dire quoi aux joueurs, Aliou Cissé aujourd'hui dans sa posture? Est-ce que le discours va changer? Je ne suis pas sûr.
je crois qu'il tiendra à peu près le même discours. Et le connaissant, c'est quelqu'un qui va leur dire, écoutez, on se concentre sur le terrain. C'est ce qui est important. On est venu pour jouer au football. Concentrons-nous sur le match de football. Le match de football, il dure 90 minutes, quelquefois 96, 97. Tant que l'arbitre ne siffle pas, concentration maximum. C'est peut-être ça la force du discours à lui qui fait de telle sorte que ce qui nous arrivait il y a quelques années, on perdait des matchs à la fin des matchs. Là. Oui, absolument. C'est fini, ça. Le syndrome des 5 dernières minutes. Des 5 dernières minutes, voilà. Absolument. Il arrive à concentrer ces garçons en leur disant concentration, concentration. On l'appelle Aboyer. Il est tout le temps derrière eux, sur la ligne de touche, et il appuie, il tape. Et le Sénégal, aujourd'hui, a été construit et conçu de telle sorte que, je crois aussi, même si je n'aime pas trop parler technique, je crois que c'est l'une des équipes nationales les plus difficiles à manœuvrer au monde actuellement. Marquer un but au Sénégal, il faut se lever de bonne heure. Je ne parle pas d'erreur individuelle, mais venir avec un système pour mettre un but au Sénégal, regardez combien de buts on prend. On n'en marque pas beaucoup, mais on n'en prend pas beaucoup. Et c'est peut-être ça la force. Ce qui fait que ceux qui sont actuellement, qui gardent un brin d'espoir, se disent, je crois que la défense, ça va marcher. Mais maintenant, c'est notre attaque qui a des problèmes. Oui. Est-ce qu'on mettra un but? Oui. On se débrouillera, et on verra. Mais en tout cas, il y a la chance, comme dit Koulibaly, peut-être que un ou deux émergent. Vous avez anticipé sur ma question. La réaction des joueurs maintenant. Une réaction d'orgueil. Ils vont le faire. Je crois qu'ils vont le faire. Diouf ou Fadiga, je les ai entendus, il n'y a pas longtemps, dire que ça leur est arrivé en pleine Coupe du Monde. Ils devaient jouer un match important. Et puis Fadiga et je ne sais plus, Sadia, je crois, ils ont pas. Voilà. Et pourtant, ils ont fait le match. Oui, comme d'ailleurs à la veille du démarrage de la Coupe du Monde 2002, l'affaire Fadiga. Fadiga, voilà par exemple. Face à la France, finalement, on a eu une réaction d'orgueil. Est-ce qu'aujourd'hui, cette blessure de Sadio Mané aussi, à la veille de cette Coupe du Monde, vous pensez que c'est un élément qui va compter comme cette affaire Fadiga avait compté en 2002? Ça peut se transformer en opportunité. Et je vous dis, du point de vue de l'histoire du football du Sénégal, on ne l'en fait pas souvent, malheureusement. On a vécu ces périodes, ces situations assez souvent. Et même dans une période où beaucoup de ceux qui nous regardent n'étaient pas encore nés. Les CAN, l'histoire des CAN. 1965, il y a une CAN en Tunisie. Le Sénégal a joué avec une très belle équipe. On aurait même pu aller très loin et gagner cette CAN-là. Mais c'est ce que Mawad disait, les subtilités de l'algèbre nous ont fait éliminer. 65. Ensuite, on forme une équipe en 68. C'était pas loin, c'est presque les mêmes joueurs, lui Camara et tout cela. On doit y aller. Le meilleur footballeur sénégalais de l'époque, que Salif Keita Domingo considère comme le meilleur footballeur africain de tous les temps, qui s'appelait Matar Niang, dit qu'il n'y va pas. On est allé à Asmara sans Matar Niang. S'il était allé, peut-être ça aurait été la première CAN sénégalaise, parce que ce garçon était doué naturellement. Mais il n'est pas allé. Ça a révélé les Yatma Diop. Je viens, on avance un peu plus, on se rend compte que avec l'équipe qui a démarré Aliou Cissé, les Jeux Olympiques 2012, London, on dit, vous avez le droit de prendre 3 joueurs de plus de 23 ans. Aliou concorde son équipe avec Karim Sega, ils font leur équipe, des 3 joueurs de plus de 23 ans. À l'époque, on avait 2 attaquants extraordinaires en Europe. C'était Dame Ndoye et Papis Demba Cissé. Aliou Cissé jette leur dévolu sur eux et dit, moi, ces gosses-là, j'ai besoin d'eux, il faut qu'ils viennent. Malheureusement, c'est le 3e qui est venu, c'est Momo Diamé qui était le capitaine de cette équipe. Mais les 2 autres, ils ne sont pas venus. Leur raison, je ne sais pas. Le fait qu'ils ne soient pas venus a permis à Moussa Konaté d'éclore et à Sadio Mané d'éclore. Parce que s'ils étaient là, Sadio n'aurait pas fait ce temps de jeu-là. Et c'est cela que je veux dire dans le Sénégal. Plus l'épisode 2002, je crois qu'on a l'habitude de ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que je dis que nous, au Sénégal, nous ne sommes pas une équipe d'individualité. On a de temps en temps quelques individualités qui apparaissent. Mais nous formons bloc et nous allons faire bloc. C'est pour ça que je dis que tout est aussi dans le discours du coach, discours des joueurs, mais discours aussi des administratifs. Souvenons-nous en 2002 de cette fameuse vidéo faite par le président Abdoulaye Wade. On a vu aussi le président Macky Sall parfois s'adresser aussi par ce canal-là de communication aux joueurs. Et vous pensez que là, ce serait une bonne chose, que, en tout cas dans la communication, qu'on ait le discours qu'il faut. Je crois, comme vous dites, les administratifs, parce que le football est l'équipe nationale et la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est niveau mondial. Tout le monde y est, ce n'est pas seulement les techniciens du football, mais c'est les fédéraux qui y sont, c'est aussi
le monde politique qui y est. De temps en temps, il faudrait qu'ils sachent que l'État du Sénégal est derrière eux. L'État du Sénégal compte sur eux. Je crois qu'actuellement, l'État fait ça. Je crois bien. Ils sont peut-être en contact avec les joueurs, ils parlent avec l'entraînement, avec l'encadrement, avec le président de la Fédé. Je crois bien. Sauf quand même qu'on a relevé, professeur, cette distorsion, en tout cas pour parler des administratifs, des fédéraux donc, et du ministère du Sport. On a relevé cette distorsion quand même dans la communication entre le ministre des Sports, Yankoba Diattara, sur la blessure de Sadio Mané, qui a dit, bon, je tiens à rassurer les Sénégalais que oui, rien n'est perdu, que Sadio même pourra jouer. Son collègue Abdoulaye Seydou Sow de l'urbanisme, qui parle et agit en tant que vice-président de la Fédération sénégalaise, a moins dit, il faut qu'on dise la vérité aux Sénégalais. On fera les matchs, en tout cas les premiers matchs, au moins les premiers matchs sans Sadio Mané. Est-ce que ce décalage-là dans le discours, au niveau des administratifs, je dirais même au niveau politique, ne peut pas être un élément perturbateur? Vous avez dit le mot, c'est politique. Et personnellement, je préfère ne pas en parler. Parce que je crois que ce qui nous amène là-bas, c'est du foot. Les positionnements, guerre de positionnement des hommes politiques autour de l'équipe nationale, ça a existé, ça existera toujours. Parce que l'équipe nationale, c'est une vitrine et c'est le meilleur moyen pour se faire, j'allais dire, visibilité. Donc c'est normal. Pourvu qu'on sache raison garder aussi. Il faudrait. Jusqu'où ne pas aller trop loin, jusqu'à perturber la concentration. Est-ce que ça va les perturber? Je ne suis pas très sûr. On a un groupe de professionnels. Je ne suis pas sûr que ça va les perturber. Ce que ça va perturber, c'est peut-être ceux qui font les relais dans les réseaux sociaux, dans les trucs et tout cela. Mais le groupe, moi, je ne suis pas sûr que ça va les perturber. Parce que c'est leur métier, c'est leur job, c'est leur boulot. Ce truc-là ne les perturbera pas. Moi, je suis convaincu de cela. Et ils savent pourquoi ils sont là-bas. Ils feront ce qu'il faut. Par contre, les hommes politiques également essaieront de tirer les marrons du feu, comme on dit. Oui, sauf qu'ils sont parfois dans l'environnement immédiat. Hein. Est-ce qu'ils vont être dans l'environnement immédiat? Quand vous êtes dans le même hôtel ou pas loin de l'hôtel, bon, voilà, avec aussi un certain discours, est-ce qu'il faut le banaliser? Non, moi je ne banalise pas, mais je dis que ce qui est important là-bas, et c'est ce qui amène les joueurs, ce qui amène l'encadrement technique, c'est le terrain. Ça, il faut le laisser. Il faut le laisser aux Sénégalais. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des à côté. Je crois que ce n'est même pas bon, comme vous dites, parce que ce qui nous amène aujourd'hui, je crois qu'il y a une boussole qui doit nous guider, nous, en ce moment. Cette boussole, c'est l'intérêt général. C'est le bon sens. Qui se mettent à ce chemin, ce n'est pas du bon sens. Peut-être l'un croit qu'il a l'intérêt général, l'autre croit qu'il a l'intérêt général. Mais le bon sens aurait dû les amener à se dire, bon, écoutez, on tait nos querelles et on s'occupe de cela. C'est cela qui m'intéresse, moi. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des à côté dans le football sénégalais. Quel 86 ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Jules-François Bocandé, paix à son âme? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Alors qu'il paraît que ce n'était pas lui, d'après ce qu'on m'a dit. Il est sorti, ce n'était pas lui. Alors, aujourd'hui, ce ne sont pas les joueurs, parce qu'il y a une sorte de discipline dans la tanière. Maintenant, ce sont les administratifs. Peut-être que ça va changer plus tard. Mais je crois qu'il ne faut pas trop insister sur cette question. Alors, sur l'élément concentration, il y a un fait quand même assez inédit, voire insolite. Le drapeau pourrait être remis à Doha même, aux joueurs, par le chef de l'État qui est invité par l'émir du Qatar pour assister un peu à la cérémonie officielle d'ouverture. Est-ce que remettre le drapeau à ce moment-là, peut-être même la veille du match, le premier match face aux Pays-Bas, serait une bonne chose? On n'a pas encore quelque chose d'officiel, mais voilà, est-ce que ce serait une bonne chose? Du point de vue symbolique, il n'y a rien de tel. C'est bien, c'est le symbolisme de la République. Bon, qu'on le fasse à l'étranger, je crois aussi que ce n'est pas trop dérangeant. Oui, surtout moment, que, bon, voilà, avec le principe de l'extraterritorialité, l'ambassade du Sénégal est considérée comme pays. Oui, mais la veille... Le moment, par contre, qui va être là-bas, je crois qu'ils sont suffisamment intelligents, tous ceux qui sont là-bas, pour peut-être se dire on ne va pas déplacer toute l'équipe. Le président aurait bien aimé certainement serrer la main à tous ces jeunes-là, dire un mot à chacun d'entre eux. Mais peut-être qu'ils vont de manière symbolique demander peut-être au président ou à quelques représentants de venir prendre, et le président pourrait se déplacer dans l'hôtel et dire bonjour et tout ça. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. C'est cela que vous préconiseriez pourquoi comme démarche? Qu'on fasse une démarche, parce que c'est de la symbolique. Hein. C'est la République qui arme ses enfants en leur disant vous allez quelque part pour représenter la République. Donc voilà, moi, chef de l'État, le plus haut sommet, je vous recommande et je vous confie le drapeau. Faites en sorte que le drapeau soit le plus haut possible. Maintenant, ils se déplacent tous. Qu'est-ce que ça peut comporter? Quand on le faisait ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça nous a valu un début de CAN très difficile. Parce que les gosses, ils ont pris le Covid
Donc on disait que c'était dans le terre. Oui, Je ne sais pas si vous vous rappelez. oui, oui, vous avez Voilà. bien fait de rappeler Donc, cette on ne sait pas. épisode-là. Moi, j'avoue que je ne sais vraiment pas du tout. Oui, ouais. Mais peut-être que le protocole présidentiel, peut-être que le président de la fédération, peut-être que le ministre des Sports, qui seront suffisamment armés et peut-être suffisamment, j'allais dire, raisonnables pour dire, bon, écoutez, venez, on fait un acte symbolique. Et après, moi, président, je peux me déplacer même sans les caméras. Venir voir les jeunes et parler avec eux, ce serait pas mal qu'ils le fassent. Oui, parce que c'est lui qui représente tout le monde. Des joueurs qui contractent le Covid à la veille de la Vous vous CAN. rappelez de ça? Le Sénégal Le gagne terre. quand même malgré tout. Mais il y a même eu ces moqueries sur leur maillot et autres. Et leur tenue, là. Et leur tenue, Voilà. leur tenue. Oui, Les je voulais tenues, dire je crois que c'était les tenues. Voilà. Alors, quand même, c'était. D'ailleurs, on ne les a pas revues, ces tenues-là. Pourtant, c'était pas mauvais, c'était pas moche. C'était de belles tenues. Hein. Absolument. Elles nous ont réussi en tout cas. En tout cas. Justement, ce premier match face aux Pays-Bas, le coup de la France en 2002 et celui de la Pologne en 2018, est-il possible cette fois-ci face à la Hollande? Et l'adage dit jamais 203. J'en rêve. J'en rêve. Jamais 203. Effectivement, les ouvertures, les matchs d'ouverture nous réussissent. Même si ceux-là, ce n'est pas le match d'ouverture officiel, c'est l'ouverture pour le Sénégal. Oui, c'est quand même le premier match. Et vous dites jamais 203. J'espère qu'on ne prendra pas en compte le fait que dans les deux là, dans les trois, il y avait l'entraîneur qui était à l'époque joueur. À ce moment, on aura les trois. Et à ce moment, on se dira c'est fini. Ouais. Bon, mais bref, je rêve aujourd'hui de pouvoir faire à nouveau un bon match. Un match qui nous permettra d'espérer aller beaucoup plus loin. Le Sénégal a dépassé le stade des exploits. Je crois qu'on n'est plus aux exploits. On est dans une situation où on joue d'égal à égal avec les grandes nations de football. Les grandes nations développées, je veux dire. La Hollande, du point de vue développement, du point de vue peut-être même bonheur des populations, n'a rien à voir avec le Sénégal. Nous, on est un pays relativement pauvre, on est un pays dans lequel il y a une bonne partie de la population qui vit de manière très très mauvaise et tout cela. Mais par contre, côté football, côté équipe, je crois qu'on n'a rien à envier à la Hollande. Ces garçons peuvent tenir la dragée haute, faire ce qu'il faut, parce qu'ils jouent à peu près dans les mêmes clubs, ils jouent exactement là où il faut. Nous sommes champions d'Afrique, et comme dit généralement le coach, nous sommes le Sénégal en termes de football. Et donc, je souhaite, et je crois qu'il y a possibilité de faire quelque chose, même si Sadio n'est pas là. Si Sadio était là, on serait peut-être beaucoup plus. Ce matin, tout à l'heure, en venant, j'ai vu un défenseur hollandais dire qu'on aura exactement le même état d'esprit contre le Sénégal, que Sadio soit là ou pas. Bon, eux, ils sont en train de se préparer. La bataille de communiquer va commencer, la guerre des nerfs et tout cela. Mais je fais confiance à ces jeunes-là. Je crois qu'ils feront ce qu'il faut. Donc, très bien. L'équipe nationale, c'est le marketing, c'est aussi tout l'engouement qu'il faut susciter, engouement populaire qu'il faut susciter. Et souvent, ça passe par le discours, nous en avons parlé, par l'espoir que suscitent les joueurs parce qu'ils sont en forme. Bon, on parle de Sadio Mané, mais il y a également les moyens qui sont utilisés. Les visuels qui sont utilisés, les maillots, parlons-en. Tout à fait. Est-ce que ce marketing-là autour des Lions, de l'équipe nationale, vous le sentez? Je crois qu'il y a une prise de conscience progressive, on va y arriver progressivement, c'est pas d'un seul coup, que notre équipe est devenue un label, l'équipe nationale. C'est un label aujourd'hui, et il peut se placer n'importe où, partout. Dans tous les supports, cette équipe, elle permettra de vendre. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement les individualités, mais c'est l'équipe en elle-même, avec son parcours et tout ce que ça comporte. Et quand on est comme cela, il y a aujourd'hui, au-delà de la visibilité que peut offrir une stratégie marketing, il y a, en dehors de cette visibilité, il y a peut-être des possibilités et des opportunités à saisir pour financer le sport, le football. Donc, le marketing, c'est la visibilité, mais c'est également aujourd'hui devenu un énorme, j'allais dire, boulevard pour financer le sport. Le business du football. Le business du foot. Et vous le savez peut-être mieux que moi, vous qui vous occupez de droits de télévision, vous savez que la FIFA, une bonne partie de ses revenus, après les Coupes du Monde, ça provient des droits de télévision. Une bonne partie, je peux même dire peut-être les 3/4. La billetterie, c'est presque rien. Mais les droits de télévision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en dehors des droits de télévision dont on parlera, il y a les produits merchandising. Tout ce qui tourne autour de produits dérivés de l'équipe nationale, en dehors de l'image des joueurs, les maillots, les autres produits dérivés qu'on peut avoir, il y a quelque chose à faire. Malheureusement, je crois que nous, en tout cas au Sénégal et de manière globale en Afrique, on a été plus ou moins surpris par les performances de nos équipes nationales.
Le Cameroun a fait des choses. Oui. Le Nigeria a fait des choses. Oui. Le Ghana a fait des choses. Oui. Mais on n'a pas la dimension que donnerait, par exemple, aujourd'hui, que donne, par exemple, une équipe nationale comme la France. Ils sont tellement bien organisés qu'à un moment donné, c'est les joueurs eux-mêmes qui essaient d'augmenter le revenu. Personnellement, dans le groupe, vous avez vu Mbappé dire que lui, il ne fait pas partie de ceux qui font. Voilà, c'est ce qui manque actuellement. Et pour cela, pour le faire, je crois qu'il y a une organisation, Mamoudou, il y a une organisation à faire, il y a une stratégie à faire. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Voilà, c'est cette organisation qu'il faut mettre en place. Ouais, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. On a juste une administration qui est encore dépendante de la structure fédérale, forme association. C'est une association, il y a un comité directeur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, comité exécutif, comité directeur, et après il y a un secrétaire général, il y a une petite administration. Mais ce qu'il y a derrière les fédérations aujourd'hui, regardez la FIFA. La FIFA, moi j'ai les chiffres, la FIFA, le budget qu'elle a prévu pour la Coupe du Monde de cette année, Mamoudou, c'est 449 millions de dollars que la FIFA a prévu pour la Coupe du Monde. Prévu, je dis bien. Et elle dit, si vous gagnez la Coupe du Monde, vainqueur, 42 millions de dollars cette année. Ouais. Vous êtes juste finaliste, 30 millions de dollars. Ouais. Ils ont déjà donné à chaque fédération 1,5 million de dollars pour les frais de participation. On l'a déjà touché, nous. Ils disent, si vous sortez juste vous ne sortez pas des phases de poule, si vous êtes éliminé, ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui va toucher 9 millions de dollars. Vous sortez, vous allez en huitième de finale, vous avez 13 millions et en quart, 17 millions. C'est quoi? C'est parce qu'il y a une administration autour de la FIFA, une vraie entreprise qui valorise et qui permet de fructifier les produits. J'allais dire, c'est comme ça que nous, on le dit dans notre jargon de juriste à nous, on appelle cela la propriété intellectuelle, tirer toutes les ressources des produits de la propriété intellectuelle pour pouvoir faire des moyens financiers et financer le football. Donc ça, au Sénégal aujourd'hui, je suis désolé, dans le comité exécutif ou le comité directeur, c'est-à-dire le board de la fédération, ce sont des présidents de clubs qui y sont. Or, un président de club, ce n'est pas évident que ce soit un bon marketeur. Peut-être qu'il gère bien son club, mais il n'est pas sûr que ce soit quelqu'un qui puisse faire avancer les choses. Élément merchandising, les maillots. Les maillots. Vendus à 45 000 francs CFA, comme souvent, dans un contexte aussi, il faut le dire, d'inflation, où on baisse les prix des denrées de première nécessité, loyers et autres. Quand on dit que un maillot est vendu à 45 000 francs CFA, c'est normal que ça fasse débat. Est-ce que la fédération a été bien inspirée de vendre ces maillots-là à ce prix? Je ne suis pas sûr qu'ils aient été bien inspirés. La preuve, après, ils ont autorisé autre chose. Ils ont permis d'autoriser. Ce qu'ils voulaient au départ, c'était de dire on ne vend que des maillots sortant de chez l'équipementier. Et ces maillots, 45 000 francs CFA, c'est possible même que ce soit le prix ou même que la Fédé ait diminué ses marges. Parce que ça m'étonnerait, et je l'ai déjà dit, qu'un équipementier comme celui qui nous équipe se mette à faire des maillots bon prix, quoi. Les maillots de prix bas là, et de mauvaise qualité. Ils ne le feront pas. Peut-être que le rendu de ce maillot à l'unité, peut-être qu'il vaut même plus de 45 000 et que la Fédé a décidé d'accepter. Mais ce que la Fédé n'a pas pris en compte, c'est que nous sommes dans une économie duale. Il y a des gens qui peuvent l'acheter à 45 000. Peut-être que vous avez acheté 45 000. Mais il y en a qui vont dire jamais je vais acheter 45 000. Ils vont aller trouver des faussaires et ils vont le faire. Et finalement, la Fédé qui voulait interdire, c'était une erreur, d'interdire l'entrée des maillots des faussaires, je crois qu'ils se sont trompés. Et finalement, je crois que le gouvernement a tranché et a dit laissez tout le monde. Mais clairement, et puis nos tailleurs, on a vu les merveilles qu'ils font. Absolument. Non seulement sur les maillots, on a vu les masques aussi quand il y a eu la pandémie. Oui, il y a toute une économie, une micro-économie qu'il faudra aussi créer pour que tout le monde se sente. Mais vous devez inciter dans ça. Je ne sais pas, bon, ce n'est pas votre métier évidemment, parce que vous faites comme disent les Wolofs, vous transmettez l'information, mais essayez d'inciter aujourd'hui, comme vous dites, le maillot de l'équipementier, peut-être qu'il est cher, effectivement, et c'est normal qu'il soit cher. Mais qu'on permette ici, par un contrat avec l'équipementier, de faire des maillots d'ici. Absolument, et on a intérêt à le faire, puisque quand même l'effet Sadio Mané, il est absent. Hein, parce qu'il était là, vous voyez, Sadio Mané, c'est quand même... Non, lui, c'est la locomotive. Hein. Ça allait inciter les gens à davantage acheter. Mais bon... C'est la loco. Ce garçon, c'est la loco. Parlons des critiques qui suivent ce mondial qatarien. Critiques et inquiétudes, est-ce qu'elles sont justifiées, professeur? Pour être direct, moi je dirais non. Mais, vous savez, ça dépend du lieu de situation de celui qui émet la critique. Les Européens, par, je ne sais pas quel type d'esprit, ils croient qu'on doit faire comme eux partout où on va.
malheureusement pour eux... Complexe de supériorité, disons peut-être les choses. Pour non? certains, oui, pour certains d'entre eux, c'est vraiment un complexe de supériorité. Et c'est peut-être même quelque chose qui ne date pas de maintenant, parce qu'ils ont réussi à coloniser une bonne partie de la terre. Cette terre qui appartient à tout le monde. Nous tous devons vivre ici, quels que soient nos us et nos coutumes, quelles que soient nos manières de fonctionner. On doit tous pouvoir vivre ici, mais il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir imposer ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Tout à l'heure, là, Infantino, il a fait un discours, mais absolument. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas souvent d'accord avec la FIFA, clairement. mais là, franchement, j'allais dire, avec ce discours, moi je fais de Infantino l'homme de l'année. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, je vais vous le sortir tout à l'heure. Vous suivez quand même. Je peux même le lire. Moi, j'étais tellement heureux quand j'ai entendu dire cela. Et il fait comprendre aux autres que c'est de l'hypocrisie. Absolument. Et il emploie le mot hypocrisie. Absolument. Donc il est vraiment temps que l'on arrête cette manière de voir le monde de manière unilatérale, en croyant que son mode de fonctionnement doit être universalisé. C'est ça. C'est quasiment impossible. Absolument. Senghor aurait été là, il aurait dit la civilisation négro-africaine et la civilisation arabo-berbère existent également et sont en train d'ailleurs plus ou moins de s'imposer. Cela ne veut pas dire que ce sont les religions issues de ces populations qui vont s'imposer. Et là, aujourd'hui en Europe, on est en train de faire l'amalgame entre ces civilisations et les religions issues de ces civilisations. Il y a beaucoup de gens, quand je vois en Europe, qui disent qu'ils sont pour l'émancipation de la femme, ils condamnent le voile, mais en réalité, derrière cela, ce qu'ils visent, c'est l'islam. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Il ne faut pas croire que votre religion est meilleure que celle de l'autre. Il ne faut pas croire que vous êtes meilleur que tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup, vraiment, je ne le cache pas, et je le dis haut et fort, bravo Gianni Infantino. Ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, je crois qu'il faut le mettre en tableau. Oui, c'est ce que j'étais en train de rechercher. Professeur, il dit, aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui, je me sens arabe, aujourd'hui, je me sens africain, aujourd'hui, je me sens gay, ça il l'a dit aussi. Aujourd'hui, je me sens handicapé, aujourd'hui, je me sens travailleur migrant, une anaphore qui est assez forte d'Infantino, qui a même dit on fait du bruit sur l'interdiction de l'alcool à certains endroits, parce que c'est aussi, on veut dire que parce que c'est un pays musulman. Il y a quelque chose, cette idée aussi, qui est derrière. Ce discours d'Infantino, vous l'avez tout simplement aimé. Mais j'ai beaucoup aimé, et je vous dis une chose, ce qui m'a beaucoup plu, ce ne sont pas ces extraits que vous avez cités. Il dit, les critiques sur le mondial sont hypocrites. Oui, ça il l'a dit aussi. Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner la leçon de morale aux autres. Ces leçons de morale sont juste de l'hypocrisie. Ça, c'est Infantino qui parle. De l'hypocrisie de ces gens qui passent leur temps à dire, voilà. J'ai vécu personnellement le mondial de 2010. J'étais en Afrique du Sud. Avant ce mondial, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les travailleurs noirs, les machins, les ceci, cela. Ils l'ont dit pour la Russie également. Tout à fait. Entre-temps, il y a eu l'Allemagne. Ils n'ont rien dit. Tout à fait. Et j'étais au mondial russe. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de propagande qui ne correspondait pas à la réalité sur la Russie. Ça aussi, parfois, il faut aller sur le terrain pour se rendre compte qu'il y a souvent un décalage entre ce qui se dit et ce qui est réellement vécu. Vous avez tellement raison. C'est ça l'avantage de ces manifestations sportives internationales. C'est des peuples qui se rencontrent. Bon, quand j'étais à une Coupe du Monde, j'étais pas loin d'un camp de supporters, justement, hollandais, néerlandais. On va jouer contre eux. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. D'abord, eux, ce sont des gens qui payent leur billet. Ils viennent, ils n'attendent pas que leur État les aide. Mais mieux, ils font la fête. Tout le temps, c'est la fête. Quand ils vont au stade, ils chantent. Quand ils reviennent, même s'ils perdent, ils chantent. Donc, ils se disent, c'est peut-être le moment aujourd'hui, tout le monde entier est en train de nous regarder, faisons la fête, montrons la fraternité, soyons ensemble. Voilà, c'est en fait cela aujourd'hui. Oui, mais voilà, comment donc c'est ça aussi là. Le football, c'est la fête. La Coupe du Monde, c'est la fête. C'est peut-être la plus grande fête au monde. Alors, comment concilier les deux entre les restrictions, et c'est là peut-être que le débat peut être intéressant, en mettant de côté tout ce qui est hypocrisie, en mettant de côté tout ce qui est cliché, tout ce qui est même négation de ce que les gens sont et dont ils sont jaloux, en mettant tout ça de côté. Comment concilier les restrictions quand même au Qatar
et cette envie de fêter aussi, Très bonne question. de mettre de la joie à cette Coupe du Monde? Très bonne question. Oui. Je crois que la joie, je ne vais pas y être, mais je crois que la joie ne va pas disparaître parce que nous sommes allés dans un pays qui a ce mode de fonctionnement. On lui a confié la coupe. Elle-même, elle a fait des, je veux dire, comment on les appelle, des concessions. Ouais. Ce qu'ils disent sur l'alcool, ils disent que c'est aux alentours des stades qu'ils interdisent la vente de l'alcool. Exactement. Quand vous irez là où vous habitez, faites ce que vous avez envie de faire. Ouais. Il y aura des fan zones certainement. Ouais. Il y aura donc faites ce que vous avez à faire. Mais ne prenez pas notre pays et n'amenez pas ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Ne les mettez pas chez nous. Par contre, là, quand vous serez dans vos structures, faites ce que vous avez à faire. Je crois que c'est ce qu'ils ont demandé. Donc, il ne faut pas trop croire que ça va être le mondial de la déprime, le mondial de ceci, cela. Je ne suis pas sûr. Le football continuera à être une fête. Oui. Et les êtres humains seront heureux d'être là où se fait la fête. Mais même le mondial aux États-Unis en 1994, on se souvient aussi qu'il y avait des critiques du genre mais le foot, ce n'est pas une passion chez les Américains. Par exemple. Oui. Voilà. Bon, vous savez, Mamoudou, il faut prendre en compte ce que représente aujourd'hui, dans ce siècle, l'organisation des manifestations sportives de niveau mondial. C'est devenu un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu sportif. On n'organise pas pour gagner. On organise pour gagner de l'argent. On organise pour faire voir son pays. On organise pour des raisons géoéconomiques, géostratégiques. C'est en fait cela. Et quand vous regardez tout ce qui s'est passé dans les deux manifestations sportives les plus importantes au monde, Jeux Olympiques et Coupe du Monde de football, depuis quelques années, ce qu'on appelle entre guillemets l'Occident n'a pas la part belle. Et mieux, quand ça avait quitté la Russie, on disait c'est le Qatar. Après le Qatar, ça va être encore, je ne sais même plus quel type de pays. Oui. Donc ça ne retourne pas. Ce sera États-Unis, Canada, Mexique. Canada, Mexique. Yeah. Donc ça ne retourne pas pour l'instant en Europe. Or, les Européens, pendant un moment, ils croyaient que c'était leur bien. Les Jeux Olympiques, c'était exactement pareil. Est-ce qu'ils accepteront un jour que nous organisions ce genre de choses-là? Et on était parti sur des bases pour cela. L'Afrique du Sud avait fait quelque chose, ce n'était pas mauvais. Le Maroc pointait. Et les organisations conjointes là, je crois que les pays du Maghreb, s'ils s'entendaient bien, ils auraient pu faire quelque chose dans ce sens-là. Les pays de la CEDEAO, s'ils s'entendent bien, ils peuvent faire quelque chose dans ce sens-là, parce que les moyens de communication ont fait des progrès énormes aujourd'hui. Donc, un seul pays organisé, ça ne peut plus marcher, ce genre de choses-là, sauf si vous êtes pays de pétrole. Et comme nous, on est pays de pétrole, on va demander. On va demander. Intéressant, on va en parler tout à l'heure, mais je règle définitivement, ou je ferme définitivement cette parenthèse sur le Qatar. On reproche aussi au Qatar ces 6500 migrants qui seraient morts dans la construction des stades. C'est possible. J'avoue que je n'ai pas les chiffres, tout le monde le dit, enfin beaucoup de gens le disent, la presse occidentale relaye énormément. Mais je crois que, en dehors du fait qu'il faut fustiger ce genre de choses sur des chantiers et tout cela, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est arrivé dans tous les autres pays. Il faut le fustiger, mais est-ce que ça doit faire en sorte qu'on dise on construisait des infrastructures, donc puisqu'il y a eu des morts, on ne doit pas utiliser ces infrastructures. Moi, c'est ça mon problème. Tout comme il faut rappeler, puisque Infantino parlait d'hypocrisie, que dit-on de ces milliers de morts migrants dans les océans, parce que quelque part des frontières ont été fermées aussi. Dans les océans, même eux, quand ils organisent, quand ils ont fait... Il y a des merveilles en Europe actuellement, on les appelle des merveilles. Les touristes se déplacent pour aller les voir. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qui ont demandé, je ne dis pas que c'est des sacrifices, mais qui ont pris des vies humaines. Et ces choses-là, aujourd'hui, sont considérées comme des merveilles du monde. On va les voir. Voilà. Donc, très bien. Je fustige vraiment ce nombre de morts. Pour aller jouer et faire du sport, je crois qu'on n'a pas besoin de tuer, de prendre des vies. Mais, à l'impossible, nul n'est en tenue. On prie pour ces morts-là, en disant qu'il faut éviter, il faut prendre des mesures et les précautions nécessaires pour que, quand on construise des infrastructures, ce n'est pas seulement des stades, c'est beaucoup de choses qu'on construit. Il y a des accidents. Absolument, tout à fait. Sur l'organisation de la Coupe du Monde, on voit qu'après le mondial du Qatar, il y a les États-Unis, le Canada et le Mexique qui vont organiser à 3 une Coupe du Monde qui va passer à 48 pays, normalement. 23 villes
sont candidates pour accueillir les compétitions. 17 se trouvent en territoire américain, 3 au Canada et 3 autres au Mexique. Quelle compréhension faut-il en avoir, surtout vu d'Afrique, sur cette histoire de co-organisation? Pour moi, c'est une opportunité énorme. Et nous, Africains, devons saisir cela. Que ce soit ces pays du nord de l'Amérique qui s'organisent pour faire ce genre de choses-là, ça veut dire d'abord, la première chose, le sport et particulièrement le football, et c'est universalisé. Ça, c'est une première chose en termes de rencontres, de manifestations. La frontière, l'État-nation ne suffit plus du tout. Donc, le spectacle sportif, pour qu'il soit rentable, et beaucoup plus rentable, il faudrait qu'il s'étende sur plusieurs, peut-être un espace, on va dire un marché plus élargi. Pour nous, Africains, pourquoi c'est important? Parce que si on voulait se fonder sur l'État-nation africain, on n'organisera jamais. Parce que les cahiers des charges aujourd'hui sont devenus extraordinairement lourds pour un seul État, le budget d'un seul État. Donc, que l'on puisse se regrouper entre États ou une communauté économique régionale comme la CEDEAO, que l'on puisse dire on va organiser la Coupe du Monde, qu'on fasse, même que ça passe à 48 États, c'est tant mieux. Et si vous voulez, il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, nous, en Afrique. Il faudrait vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Je ne sais pas si l'Union africaine peut le faire ou ce sont les communautés économiques régionales qui le feront, CEMAC, CEDEAO, pour qu'on puisse organiser quelque chose en Afrique. Le Sénégal a réussi une prouesse encore en ayant pour la première fois sur le continent africain la possibilité d'organiser des Jeux Olympiques, même si c'est des Jeux Olympiques de la jeunesse. De la jeunesse, parce que 2026, qui aurait dû être 2022. Oui, 2022. Voilà. Mais on leur a poussé, il paraît que c'était le Covid. Mais c'est une prouesse. Parce que le monde olympique, je ne vous le cache pas, c'est le sport mondial. Absolument. C'est eux qui dirigent le sport. Et qu'ils aient décidé de le faire au Sénégal, c'est quelque chose d'énorme pour notre pays. Et c'est une très bonne chose. Je crois qu'on tiendra. Mais sous peu, pour ce qui est de la Coupe du monde de football, il faut qu'on pense à la co-organisation. Co-organisation, co-construction même. Vous voyez par exemple la Guinée qui perd la CAN 2025, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors que le Sénégal quand même avait fait un appel du pied pour dire, bon, pourquoi ne pas co-organiser? Il faut même pas, moi je crois que le faire sur la base des pays comme ça, des accords entre pays, je ne suis pas très sûr. Il y a du pouvoir à donner à nos communautés économiques régionales, soit UEMOA, soit CEDEAO. Ici, c'est même CEDEAO, parce que c'est les anglophones qui sont. C'est CEDEAO qu'il faut mettre en avant pour que l'on puisse organiser. Et ça va peut-être donner la possibilité. Coupe du monde organisée par la CEDEAO. Et à ce moment, ça donne l'occasion de donner corps à ce qu'on appelle l'intégration africaine. Quelle projection? Horizon. Quel horizon? Bon, quand on sait que pour 2026, c'est donc. Non, c'est peut-être trop tard pour les. Mexique, Canada, voilà, mais oui, non, je veux dire, quel horizon? Mais pourquoi pas les prochaines qui vont arriver? 2030, les moyens du Nigeria, les moyens du Sénégal. On est pays pétrole. Moi, maintenant, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Je rigole, mais c'est la vérité. Donc, ces moyens, plus les infrastructures qu'on a, et aujourd'hui, le fait que pour se déplacer sur le continent, c'est de moins en moins compliqué. Donc, je crois qu'on peut organiser quelque chose ici sur le continent. Afficher cette ambition, travailler. Il faut y aller. Y travailler. Et pourquoi pas en 2030? Pourquoi pas? Aujourd'hui, nous, notre président, je crois que c'est le président de l'Union africaine, non? Oui, voilà. absolument. C'est le genre de choses. Je me rappelle avoir une fois discuté avec les deux grands dirigeants qui avaient ici sont partis paix à leur âme, Kebambaye et Lamine Diack. Et je leur disais, mais écoutez, moi je ne comprends pas comment on peut continuer en Afrique à faire ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi aux Jeux Olympiques, il n'y a pas une équipe africaine pour les sports individuels, pour les compétitions individuelles? Finale de 100 mètres, un Africain qui vient, maillot de l'Afrique, hymne de l'Afrique, ça permet de créer une identité. Pourquoi on n'utilise pas cela? Et je me rappelle que Kebambaye m'avait dit, mais Jérôme, vous avez raison, et tout cela. Il dit, il faut qu'on travaille dessus. Ils n'ont pas eu le temps, aucun entraîneur n'a eu le temps. Mais il faudrait qu'on pense à mettre en place des structures africaines. Les États-Unis, ce n'est pas l'État de Washington ou l'État de New York. C'est 54, je crois. Je ne sais pas combien de pays sont. 50 États. Donc il faut qu'on aille dans ce sens-là si on veut arriver. Et si on veut exister en tout cas. Tout à fait. On en parle, les droits de retransmission TV. Vous dites d'ailleurs que la FIFA gagne énormément d'argent sur ces droits-là, presque les 3/4 de ses revenus. Quelle est la philosophie d'abord qui sous-tend les droits de retransmission de la Coupe du Monde, par exemple? Mamoudou, vous me ramenez à l'université, là, si vous posez ce genre de questions. On va essayer d'être le plus pédagogue possible. On va essayer. Oui. Les droits de télé, c'est
c'est d'abord, pour les comprendre, il faut avoir une approche économique et une approche juridique. L'économie, c'est un marché dans lequel on va puiser pour trouver des produits. Et le produit qu'on va trouver, c'est les droits sur les productions indépendantes et les droits de télé. Et ce qui nous intéresse, la question que vous posez, c'est les droits de télé. Et ces droits de télé, ils s'expriment sur un marché dans lequel il y a un offreur et il y a la demande. Voilà. L'offre et la demande doivent se rencontrer. La caractérisation, c'est que celui qui offre, pour ce qui concerne les droits de télé relatifs au football, il est à peu près sûr de gagner. Il ne perdra jamais. Il ne perdra jamais parce que si vous êtes dans un pays comme le Sénégal qui est qualifié et que vous demandez au Sénégal d'acheter des droits de télévision pour donner à sa population, ils vont certainement mettre le prix. Absolument. Parce qu'aucun État africain n'ose son pays être dans une compétition, dire « moi je n'ai pas les moyens d'acheter les droits ». Ça, vous tombez tout de suite sur ce qui est du football. Donc c'est pour ça que je dis l'offreur, il ne perd jamais. La demande, elle est là. Beaucoup c'est la population qui veut voir les matchs. Surtout les matchs des équipes nationales et tout ça dans ce genre de choses-là. Donc, rencontre de l'offre et de la demande. Elle se traduit au plan juridique par quoi? Par le fait que, pour que l'on puisse retransmettre, il faudrait qu'il y ait le propriétaire, ce n'est pas lui qui offre généralement, mais c'est un propriétaire de droit qui vous donne la possibilité d'utiliser ces droits-là. C'est ça. Bon, ici c'est la FIFA, mais chez nous, la FIFA est passée par une société intermédiaire et cette société intermédiaire est venue faire l'offre. La caractérisation juridique, c'est que ce n'est pas un achat instantané. Ce n'est pas comme si vous achetez un téléphone et tout ça, on vous le donne tout de suite. Non, ça se prépare. Donc, il y a un processus pour accéder au produit. Et c'est pour ça que ça passe par le biais de l'appel d'offres. Voilà. Vous achetez quelque chose qui n'est pas encore ici. Oui. Parlons du Sénégal, pour gagner du temps. Imedia s'est positionné, appel d'offres remporté par Imedia. Entre-temps, la RTS, qui était écartée, est revenue dans le jeu. Je fais l'économie des manœuvres qui se sont passées, visibles comme invisibles. Aujourd'hui, Imedia a saisi la commission de la concurrence de l'UEMOA en disant qu'il y a abus de position dominante, des aides d'État qui sont interdites, violation des règles concurrentielles. Et donc, New World, qui avait contracté avec Imedia, est allé contracter avec la RTS. Quelle est votre réflexion sur ce dossier? Ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Je vais vous la donner aujourd'hui. Je vais donner une réflexion de juriste, voilà, de prof. Voilà. Je ne suis pas en tribunal pour dire qui a raison ou qui a tort, mais je crois aujourd'hui que, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu le communiqué, ou en tout cas la décision qui est sortie par la commission de l'UEMOA, je l'ai vu, je l'ai lu, et cette commission, elle rend recevable l'action qui a été intentée par le groupe, votre groupe à vous, ITV, contre l'attribution à la RTS. Et j'ai vu les fondements en attendant que la commission elle-même se prononce sur le fond. Mais là, c'est juste sur la recevabilité. Ils disent qu'on va examiner. On va examiner ce que vous avez fait. Ça veut dire que c'est quand même digne d'intérêt, malgré tout. Digne d'intérêt dans la mesure où j'ai vu les griefs que vous formuliez au processus et vous vous êtes fondé sur, effectivement, le droit communautaire de la concurrence. On appelle cela le droit communautaire de la concurrence qui prohibe ou qui interdit ce qu'on appelle des pratiques anticoncurrentielles. Et les pratiques anticoncurrentielles peuvent être le fait d'une entreprise ou, et c'est là où c'est le fait d'un État. Ni les entreprises qui sont sur le marché, ni l'État ne doivent mettre leurs mains dans la compétition au point de favoriser une entreprise par rapport à une autre. C'est un peu cela la philosophie du droit de la concurrence. Malheureusement, c'est un droit qui n'est pas très connu. Une confidence, j'ai été vice-président de la Commission nationale de la concurrence du Sénégal dans les années 90. J'ai fait 6 ans là-bas. Je n'ai rendu qu'une seule décision voilà, sur la concurrence. Parce qu'on ne vous saisit pas. Les gens ne savent même pas, ils ne connaissent pas trop. Ou mieux, ceux qui connaissent se disent, bon, ça, c'est pas très sûr. Donc, finalement, l'idée que la commission de la concurrence de l'UEMOA a été saisie, je trouve que c'est une bonne idée. Peut-être que ça fera avancer la compétition économique dans l'espace. Parce que on se tait trop sur beaucoup de choses. Or,
S'il y a compétition économique, Oui. c'est nous qui gagnons, nous les consommateurs. Absolument. C'est nous qui voulons cela. Oui. C'est Surtout pour cela qu'on est dans un contexte de libéralisation. Le c'est secteur la libéralisation audiovisuel absolument. sénégalais, il y a quand même un pluralisme aujourd'hui qui est là. Il y a une compétition voilà, Absolument. qui est là. tous les marchés ouverts à la concurrence, Oui. depuis quelques années, des marchés qui étaient à l'origine le fait de monopole, parce que c'était les États qui avaient la fourniture de ce service public-là. Oui. L'information, les télécoms, l'électricité, l'eau, c'était l'État qui avait cela, c'était des offices. Oui. Aujourd'hui, ils ont libéralisé, Oui. ils ont ouvert, d'autres acteurs sont venus, Oui. mais il y a toujours l'opérateur historique qui est là. Il y a quand même une curiosité, alors que la FIFA, c'est pour ça que je parlais de philosophie, veut que les droits soient les moins chers possibles. On a vu par exemple New World en Afrique, en tout cas, a remporté les droits en Afrique subsaharienne, sauf l'Afrique du Sud. Et d'après les arguments que Canal a mis sur la table, New World a acheté quand même ses droits assez chers. Canal n'a pas pu suivre cela. Ici également, on voit une situation de renchérissement ou de surenchère, parce que la RTS a acquis les droits plus que ce que E-Media avait prévu dans le cadre du même contrat avec New World. Toujours est-il qu'on est jour d'ouverture de la Coupe du Monde. La RTS dit qu'elle a les droits, E-Media dit ses droits, je ne les ai jamais perdus. La commission de l'UEMOA est saisie. Quelle doit être la position des différents acteurs, mais surtout de la FIFA, par rapport aux matchs qui seront diffusés? La FIFA, je crois qu'elle tient d'abord à ce que, tout comme les États d'ailleurs, Oui. à ce que le plus grand nombre puisse voir les matchs. Le plus grand nombre. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Et les États, encore plus. Et c'est ce qui justifie que dans certains pays, il y a un certain nombre d'événements qu'on a considérés comme étant des événements sportifs d'importance majeure. Et ces événements ne peuvent jamais être donnés à des chaînes payantes, à des trucs comme ça. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à ce genre de... Clair et net. Oui. Et net, clair et net. Si vous prenez la Commission européenne, il y a une directive, je ne sais pas comment ils appellent cela, en Europe, il y a une directive, retransmission ou quelque chose comme ça, Oui. où ils ont listé un ensemble d'événements et disent ces événements, personne n'a le droit de les donner à des chaînes payantes et de sauver les populations. Donc c'est un peu cela. Les États également sont dans ce sens-là. La FIFA, d'après ce qu'ils disent toujours, ils veulent que tout le monde puisse avoir accès. Mais comme je dis, malheureusement, on est dans un marché. Et si vous mettez un intermédiaire, vous allez renchérir. Tout à fait. Et je n'ai pas compris, je ne vous cache pas, on a condamné le fait que pendant un moment, la CAF pour la CAN avait un intermédiaire qui était le groupe Lagardère. Ouais. Les gens l'ont enlevé. Absolument. À l'époque, la CAN était plus chère que les 64 matchs de la FIFA. Tout à fait. Aujourd'hui, la FIFA elle-même trouve un intermédiaire. Oui. Moi, j'avoue que je me perds un peu dans ce Et truc-là. qui va vendre ses droits au Sénégal Absolument, beaucoup beaucoup plus plus cher. cher qu'initialement prévu. Par exemple, Alors, mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui au Sénégal peut prétendre avoir l'exclusivité des matchs Non, pour l'instant. et se positionner en disant que c'est moi qui monte, celui qui va montrer ses matchs va tomber sous le coup de la loi? parler Est-ce droit, que la FIFA peut également prendre des mesures contre La FIFA- contre E-Media, par exemple? la FIFA, elle a déjà vendu, elle a déjà Oui. cédé. Quand vous cédez vos droits, sauf si ça ne va pas dans le sens de la philosophie que vous vouliez. Mais quand vous cédez, vous avez donné à quelqu'un, vous avez transmis. Et cette personne, c'est le Word, là, je ne sais pas quoi, Word, là. C'est ça, Celui New World. Voilà, New World New qui vous a donné à vous Oui. la possibilité de le transmettre. Donc la FIFA ne peut absolument rien dire. Oui. Par contre, le problème, il est pendant actuellement. Il est devant la justice communautaire. absolument. C'est comme ça que je peux l'appeler, la justice de la concurrence. Tout à fait. Il est pendant, on peut estimer qu'on reste en l'état. Et que, je ne vous le suggère pas, mais bon, on peut se dire, écoutez, nous, on va faire fi de tout ce qui s'est passé et on va diffuser. Et on verra ce qui va se passer. Ce qui serait intéressant, moi, je trouve, aujourd'hui, c'est le jour de Coupe du Monde, il n'est peut-être pas trop tard. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait demander, au Sénégal, je dis bien, on a un organe qu'on appelle organe de régulation. Cet organe de régulation, il a en charge de s'occuper du marché. Même si le nôtre, aujourd'hui, il peut se dire, j'ai été dessaisi au profit de la commission, de l'UEMOA. Mais il peut aujourd'hui organiser un système dans lequel les gens se mettront autour d'une table et essaieront de trouver une solution. Le CNRA. Le CNRA, c'est le CNRA. C'est le CNRA qui doit aujourd'hui organiser cette sorte de médiation-là. Parce que la médiation ou la conciliation entre vous et RTS, et même les autres chaînes de télé qui sont là, parce que le Sénégal est présent. Tout le monde est intéressé. Tout le monde est intéressé. Et vous,
je vous félicite parce que le combat que vous avez mené, c'est le combat de la liberté de diffusion de l'information et de la liberté autour de l'équipe nationale de football. Et l'autre problématique même aujourd'hui au niveau du Sénégal, mais aussi continental, parce qu'on s'aperçoit que ces chaînes au niveau du territoire, en clair, c'est 28 matchs. Il y a quand même 64 matchs. On voit Canal qui se positionne, qui utilise la chaîne sud-africaine Super Sport. En Côte d'Ivoire, la NCI, qui est une chaîne privée et qui a gagné devant la RTI, comme nous, ITV devant la RTS, a trouvé quand même un accord avec Canal sur les 28 matchs. Le reste, c'est un problème qui demeure entier. C'est pour ça, moi, enfin, c'est un avis que je donne également. Je crois que les autorités doivent se saisir de cette question-là. Ce n'est pas seulement une affaire FIFA. Les droits de retransmission, ce n'est pas seulement une affaire FIFA. Même si ça appartient à la FIFA, c'est clair. C'est son organisation, c'est sa manifestation. La FIFA est une organisation privée. De la même manière qu'on a mis dans les statuts de la Fédé sénégalaise de foot, là, les matchs et tout ça, ça appartient à la Fédé. C'est à la Fédé de faire ce qu'il faut. Mais je crois que c'est d'importance capitale. La Coupe du Monde, c'est quelque chose que tout citoyen du monde souhaiterait voir. Il faut qu'on trouve une solution. Ben, très bien, j'espère que votre appel sera entendu. Dernière chose, parlons du consortium pour la recherche économique et sociale de votre institut, votre université. Alors, vous participez à la formation des élites quelque part. Comment ça se passe et aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Le CRES, c'est un institut de recherche qu'on a créé il y a très très longtemps par des professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, économistes, juristes de gestion, et on est devenu, je crois, aujourd'hui un think tank assez influent dans l'Ouest africain et peut-être même au-delà. Au Sénégal, on a influencé beaucoup de choses, parce que nous ne faisons pas beaucoup de pub autour de cela, c'est très scientifique, mais il y a beaucoup de choses autour de l'éducation, autour de l'agriculture, autour des télécoms, autour des relations banque-client, des études qu'on nous a confiées, qui ont fait de telle sorte qu'on a pu, même les derniers statuts du FERA, Fonds d'entretien routier automobile, c'est au niveau du CRES qu'on a fait ce travail-là. Donc on fait un travail de consultation, on fait un travail de recherche également, ça c'est le CRES. Mais le CRES, aujourd'hui, nous avons aussi décidé de mettre en place un institut de formation. Absolument. Parce que nous sommes enseignants, c'est d'abord notre... Nous sommes chercheurs, mais nous sommes enseignants et nous sommes presque tous aujourd'hui à la retraite. Et quelqu'un comme moi, j'ai décidé de dire que ce que j'ai fait pendant 25 ans et que nous avons essayé de faire à l'université Cheikh Anta Diop, qui s'est bien fait, parce que Cheikh Anta Diop a formé beaucoup de cadres de ce pays. Mais nous estimons qu'il faut faire autre chose. Il faut donner une autre possibilité aux jeunes Sénégalais de se former dans le sens de l'employabilité. Parce que l'université n'est pas totalement tournée vers l'employabilité. Alors c'est pour ça qu'on a créé l'Institut EDGE, qui est un institut école de droit, de gestion et d'économie. Et on fait aussi bien de la formation professionnelle technique que de la formation enseignement supérieur initial. Et donc, on est en relation avec tous les programmes de l'État là aujourd'hui. Ça, il faut que les gens le sachent. Le 3FPT, Réunaoui, Pôle emploi, pour les aider à peut-être former beaucoup de gens. Et ça commence, ça démarre actuellement. En même temps, je suis passionné de sport. J'ai créé un lien entre les études et le sport. Et j'ai même une équipe dans l'école, une équipe de basket, qui a fait une finale hier, interscolaire, interuniversitaire. On l'a perdu, mais on est quand même allé jusqu'en finale. Sport-études. Sport-études, voilà. C'est études-sport d'ailleurs. Moi, je mets d'abord l'étude, ensuite je leur dis le sport. Très bien. Voilà. Et puis, félicitations aussi pour le CAMES, en tout cas médecine, avec presque 100%. Pour le Sénégal, puisque vous êtes un universitaire. J'avais prévu d'en parler, mais ce sera une prochaine fois. Je rappelle que vous avez suivi le jury du dimanche. Professeur Abdoulaye Sakho était l'invité. À la présentation, Mahmoud Ibra Kane, à la réalisation Babacar Ndiaye Ndiankou. Pour le compte de immedia.sn, au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Abdoulaye Silla. JDD assez spécial puisque c'est jour de démarrage de la Coupe du Monde. Bonne chance aux Lions qui vont jouer lundi face aux Pays-Bas, sans Sadio Mané, mais on y croit, il faut y aller. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.